17h41 sur All for Pack TV. Bienvenue, chers visiteurs, pour le débrief du jour. En cette fin d'après-midi de mercredi, nous abordons ensemble un sujet fondamental lié au recyclage des matières plastiques et plus particulièrement des emballages ménagers. C'est évidemment le sujet de la REP, la responsabilité élargie du producteur, qui est en cours de déploiement sur notre territoire. Et cette filière du recyclage bouge singulièrement depuis quelques temps avec l'ouverture de l'écosystème des opérateurs du recyclage à de nouveaux entrants. La société Valory notamment est présente. Bonjour Pascal Gislet, vous êtes donc président de Valory. Bonjour. À côté de vous, Thierry Varlet, vous êtes président de BrazePack, le réseau des professionnels de l'emballage du Grand Ouest. Vive la Bretagne! Exactement. Vous êtes également exposant à plusieurs entreprises regroupées sur le stand France Emballage dans ce hall en année M. Il paraît que ça n'a pas désempli de la journée. On n'a pas arrêté de voir du monde, d'accueillir des exposants très nombreux aussi, puisque pour la première fois, on a effectivement un stand de 300 mètres carrés avec une trentaine d'exposants sur le stand France Emballage, des exposants qui viennent de toutes les régions de France, des professionnels de l'emballage français sur un stand qui représente donc le métier et les professions de l'emballage. Et on est également avec vous, Fabrice Pelletier, vous êtes notre reporter 360 degrés, on parlera business avec vous à la fin. Absolument. De cette émission. Alors messieurs, vous êtes tous deux administrateurs de l'ECO. L'ECO, c'est donc un nouveau confrère, voire un premier concurrent d'Eco Emballage, qui opère seul en France depuis 2012. Pascal Gislet, qui est Valory tout d'abord ? Tout d'abord, Valory, effectivement, est une société qui est spécialisée dans le recyclage de l'emballage, dans l'ensemble de la boucle de vie de l'emballage, de sa conception, de son éco-conception, de sa création, de son utilisation, de son remplissage, de sa consommation ou de la consommation du produit qu'il protège, et puis de son recyclage. Valory a été sollicité par de nombreux metteurs en marché, puisque c'est comme ça qu'on les appelle, qui nous disait mais dans tous les pays en Europe, j'ai le choix de mon éco-organisme, mais pas en France. Je veux le choix. C'est un fournisseur comme un autre, je veux le choix. Donc on les a aidés à réaliser ce souhait. Et c'est pour cela que vous avez créé l'ECO ? Tout à fait. Avec une ambition clairement affichée, donc apporter le choix d'une offre innovante. Alors pourquoi innovante ? Pourquoi innovante ? On fait le constat aujourd'hui que 67% des emballages sont recyclés en France, des emballages ménagers, et que depuis 2012, l'objectif était de 75%. Oui. Donc si on n'innove pas, c'est un échec. Il faut innover pour atteindre ces 75%. Et vous avez décidé donc d'entrer dans la brèche finalement ouverte par les pouvoirs publics, d'entrer dans la danse. Oui, alors la brèche ouverte par les pouvoirs publics, je ne sais pas si on peut le décrire comme ça, parce que les pouvoirs publics sont d'une timidité à toute épreuve, mais on les a convaincus qu'effectivement, il était intéressant d'apporter un petit peu d'oxygène et d'émulation à ce mécanisme. Thierry Varlet, donc un mot de présentation de BrazePack, et que venez-vous faire dans cette affaire ? Vous êtes aussi administrateur de l'ECO. BrazePack est un réseau d'industriels en Bretagne, comme son nom l'indique, vive la Bretagne. Donc des metteurs en marché ? Non, des professionnels de l'emballage. Des professionnels de l'emballage, voilà, c'est ça. Donc qui regroupent aujourd'hui... Qui travaillent pour les metteurs en marché. Qui travaillent et qui ont comme clients les metteurs en marché. Et le rôle de BrazePack, c'est de créer du lien entre ces entreprises de l'emballage, de façon à ce qu'elles soient en capacité de travailler les unes avec les autres, de chasser en meute, comme on l'a quelquefois exprimé, et en prenant bien en considération qu'un emballage, c'est souvent un assemblage de plusieurs pièces. Et d'ailleurs, les contributions aujourd'hui le montrent bien que c'est un assemblage de plusieurs pièces. Une bouteille en plastique, c'est un bouchon en polyéthylène, un corps en PET, et puis une étiquette dans un matériau plastique également. Et souvent, un metteur en marché a besoin de plusieurs fournisseurs. Et nous faisons travailler les fournisseurs les uns avec les autres au service de leurs clients. Donc ça, c'est la raison d'être de BrazePack, et aussi d'accompagner les entreprises dans des projets de développement, de recherche. On développe actuellement des bioplastiques à partir de déchets d'industrie agroalimentaire. C'est le job de BrazePack. Donc ça, c'est la bioconception. C'est l'éco-conception. Oui. Donc on imagine que c'est aussi pour accompagner le mouvement que vous êtes administrateur de l'ECO ? Alors déjà, c'est France Emballage qui est administrateur de l'ECO. BrazePack est un des réseaux régionaux. Il existe à l'origine 8 réseaux régionaux. Atlanpack en Poitou-Charentes, on a eu Rhône-Alpes à une époque, Packaging Valley en Champagne-Ardenne. Les pouvoirs publics, les collectivités locales ont un peu changé leur mode de financement de ces structures d'accompagnement de leur territoire. Il reste aujourd'hui quelques réseaux régionaux qui sont présents, je l'ai dit, sur le stand France Emballage et fortement représentés. Et ce que nous avons souhaité dans ce rôle d'accompagnement des entreprises, c'est d'être aussi un partenaire important de l'ECO pour être en capacité
d'être aux côtés des metteurs en marché et aux côtés des collectivités qui, elles, traitent les déchets d'emballage qui sont générés, et de travailler en intelligence collective, si on a le droit d'utiliser ce mot-là qui est un peu galvaudé, mais c'est un mot qui est très important. Il n'est pas interdit d'être intelligent collectivement. Voilà, ça évite les fractures de cerveau, pour reprendre une expression de Gérard Pascal. Donc c'est ça l'objectif de France Emballage, c'est d'être présent avec les professionnels de l'emballage, aux côtés des metteurs en marché et au service des collectivités qui vont, elles, ensuite être en gestion de ces déchets. Pascal Gislet, en tant que filiale d'un groupe allemand, vous bénéficiez probablement de l'expertise de l'écosystème allemand qui est en avance. Soyons précis, Valory est une filiale d'un groupe allemand, d'un éco-organisme allemand. C'est pas l'Éco, hein, bien sûr. L'Éco, c'est une société de droit français. Tout à fait, c'est une société française et qui est gérée par des metteurs en marché, l'Éco. Mais effectivement, l'apport de Valory dans l'Éco, c'est le savoir-faire international. Nous sommes présents dans de nombreux pays européens pour mettre en œuvre la REP emballage dans ces pays-là. Et il n'est pas interdit d'imaginer que de bonnes idées existent aussi à l'extérieur de la France. Comme par exemple des mises en place de machines de récupération dans des lieux qui sont inhabituels en France encore, c'est-à-dire parking de supermarché, stade, gare. C'est embryonnaire en France, c'est généralisé dans beaucoup d'autres pays. Est-ce que l'Éco, par hasard, pourrait influer sur ce type de collecte ? L'Éco aura cette liberté, j'espère, donnée par les pouvoirs publics, grâce au financement des metteurs en marché, d'abord financer les collectivités locales, c'est quand même le flux ultra principal en France, mais de proposer justement des formes de collecte qui compléteraient les collectes des collectivités locales, encore une fois, pour atteindre les 75%. Alors, on va revenir un petit peu à vos ambitions et à la manière d'en parler. Vous n'êtes pas tout à fait innocent dans votre communiqué de presse que vous avez diffusé le 26 octobre dernier. C'est normal, hein, c'est un compliment. Vous dites vouloir redynamiser la REP, donc la responsabilité étendue du producteur, vers plus de simplicité, plus de transparence, plus d'innovation, plus de collaboration. Est-ce que ça veut dire que c'est pas bien fait aujourd'hui ? C'est bien fait aujourd'hui puisqu'on atteint 67%. Mais c'est pas assez bien fait, effectivement. Et peut-être que quand on est tout seul, on prend des habitudes, on prend des inerties peut-être, ou on évite de se poser certaines questions. En arrivant un peu nouveau, entre guillemets, et en voyant arriver de la part de l'autre concurrent des nouveaux, eh bien, l'émulation démarre. Être en émulation tout seul, c'est pas possible. Oui. On va prendre quelque chose de très concret pour que tout le monde comprenne, hein, finalement. L'aspect administratif des choses. Il semblerait aujourd'hui que les professionnels soient contraints de remplir des lignes de code infernales pour justifier finalement de leur éco-responsabilité. Ça paraît fou, mais c'est l'argument principal que la plupart de nos 650 entreprises qui soutiennent le projet et qui représentent 130 millions d'euros d'éco-contribution, c'est l'argument principal que nous donne qu'il développe. C'est l'usine à gaz. Je veux bien payer. Personne ne remet en cause ce financement. Ils disent pas que c'est trop cher, par exemple. Hein, c'est pas l'idée. C'est sûr que si toujours trop cher. On pouvait contribuer, et peut-être qu'à long terme, ce sera le cas, à maîtriser les coûts, à diminuer les coûts. Il y a aussi des sources d'économie. Mais ce n'est pas la revendication première. Alors d'abord, ce n'est pas la revendication première et c'est, semble-t-il, pas le souci des pouvoirs publics, le premier souci des pouvoirs publics. Bon, je ferme cette parenthèse. Donc la revendication première des metteurs en marché, c'est bien la simplification administrative. Et on doit pouvoir leur apporter des choses, c'est sûr. Thierry Varlet, même constat pour... Oui, même constat, c'est votre métier, une véritable difficulté. Alors ceux de notre métier, les metteurs en marché, hein, voilà, plus exactement, sont eux sollicités par les metteurs en marché, voilà, qui ont extrêmement de difficultés à être en capacité de remplir simplement les formulaires qu'on leur soumet. Quelquefois, ça demande à une entreprise plusieurs mois de travail pour une personne. C'est absolument incroyable. Remplir dans une année, donc plusieurs mois de boulot pour un salarié. Dans une année pour un salarié. Alors, et si on crée de l'emploi de cette manière-là, ça pourrait être intéressant. Sauf que là, on accompagne une dépense qui est importante pour l'entreprise. Donc, elle a une dépense importante à faire, elle paye sa redevance, mais en plus, elle consacre des équivalents temps plein en tout ou partie sur ces remplissages de documents. Pascal Gislet, vous êtes un ancien d'éco-emballage. Comment en est-on arrivé là ? Petit à petit, sans stigmatiser du tout éco-emballage. Ce n'est pas l'objectif et encore une fois, je dois le répéter, ils en sont à 67% de recyclage, donc bravo. Mais petit à petit, on ajoute des couches à des couches sans remettre en cause les anciennes couches.
Parce que le système, finalement, a grossi. Exactement. Quelquefois, quand on refait une chambre, il faut arracher les papiers peints plutôt que d'en ajouter une couche. C'est une image intéressante, des papiers peints recyclables. Commentaire, Fabrice Pelletier. Vous qui êtes président de l'Institut national du design packaging, vous vous sentez concerné par tout ça? Ah ben oui, les gens autour de la table savent, oui, je suis très très concerné par ces problématiques. Pour y travailler, avoir été le designer, entre guillemets, vert depuis les débuts des co-emballages. Bien sûr. Ce qui m'intéresse plus, si vous voulez, c'est effectivement, bon, il y a ce millefeuille administratif, mais il y a ce gap de passer de 67 à 75. À 75. Et je souhaite que le travail de l'éco soit vraiment sur là-dessus et pas d'aller grignoter dans les 67. De la part de marché. Voilà, c'est tout ce qu'il faut réussir à faire. Et c'est effectivement le challenge d'aller récupérer plus. Parce que c'est pas la complexité administrative, enfin je pense à mon sens, qui fait que nous n'en sommes pas à 75. Il faut aller le chercher ailleurs. Ça nous amène à vos premières étapes opérationnelles, Pascal Gislet. Mais tout d'abord, vos remarques m'incitent à préciser ou à répéter sûrement que ce sera plus une collaboration qu'une compétition. Absolument. Et c'est ce que nous disions ce matin, parce que j'ai vu ce matin, et vous verrez demain le reportage, moi je suis designer, donc ce qui m'a sauté aux yeux, c'est que le logo de l'éco, peut-être nous ne l'avons pas à l'écran, mais il est rouge. Le logo d'éco-emballage, il est vert. Et est-ce que vous savez que la couleur complémentaire du vert, c'est le rouge. C'est le rouge. Donc, nous sommes complémentaires. Vous êtes complémentaires. Absolument. Et c'était la bonne image, une complémentarité entre les deux éco-organismes, et puis une émulation. Et c'est vrai qu'il y en avait vraiment besoin. Quelles sont vos premières étapes opérationnelles, Pascal Gislet? C'est une très belle image que vous décrivez. Nos premières étapes, soyons modestes, c'est acquérir l'agrément de l'État. 2018 2018, tout à fait, puisque ça se passe comme ça et c'est pas en 2017. Le cahier des charges des pouvoirs publics va incessamment sortir, on le dit depuis des mois, donc plus on le dit et plus on est proche de la vérité. C'est un document d'une centaine de pages, ce qui fait rire l'Europe entière, mais c'est un fait. Il faudra y répondre et il faudra être agréé. Ça, c'est la première étape. Ensuite, effectivement, nous sommes déjà en contact avec de nombreux metteurs en marché et de nombreuses collectivités qui souhaitent justement changer d'interlocuteur et vouloir travailler avec nous. Est-ce que justement ces metteurs en marché pourront travailler avec un seul ou avec plusieurs? La loi ne leur permet pas de travailler avec plusieurs. D'accord, il faut faire son choix. Sauf à ce qu'un metteur en marché ait plusieurs déclarations. Et là, effectivement, ils peuvent travailler avec l'un pour une déclaration et travailler avec l'autre pour l'autre déclaration. Ça existe ça, non? Oui, ça existe. Certains groupes en particulier importants déclarent chacune de leurs sociétés et pas le groupe en entier. Et par rapport à la question de Fabrice, passer de 67 à 75, apporter de la valeur ajoutée finalement, qu'est-ce que vous répondez? Parce que ça, c'était un propos de fond. Alors, il a tout à fait raison de dire que ce n'est pas le millefeuille administratif qui empêche les habitants de passer à 75%. Je pense qu'on sait beaucoup. Excusez-moi, est-ce que c'est aussi les habitants? Parce que ça fait bien longtemps que je dis, et d'ailleurs on le voit dans le salon, et j'en parlerai aussi demain, que c'est aussi dans l'amélioration de la qualité du flux, c'est-à-dire de la qualité de ce que font, de ce que jettent les habitants, qui va aussi permettre de monter. Parce qu'on sait aujourd'hui, entre nous et... Absolument. Il faut le dire. Et l'évolution récente, mais qui n'a pas encore donné ses résultats, de pouvoir petit à petit mettre l'ensemble des emballages plastiques, va simplifier le message auprès des habitants. Et ça va forcément dans le bon sens. Thierry Varlet. Oui, en fait, je me rends compte à l'instant que je suis un habitant. Et que depuis 4 jours, parce que je suis arrivé dimanche pour installer ce stand, depuis 4 jours, on génère des déchets sur cet espace. Et depuis 4 jours, on met les déchets dans les allées ou dans les poubelles qui sont sur les stands. Mais je n'ai pas encore vu une poubelle orange, une poubelle violette, ni une poubelle vert cerise. Les gestes de tri sont compliqués à acquérir, et oui, et là, y compris sur les salons. Des habitants. Et effectivement, cette amélioration, je suis d'accord avec la remarque de Fabrice, viendra... possiblement des habitants dès lors qu'on leur facilitera encore plus la tâche sur le geste de tri. Dans quelle poubelle est-ce que je vais mettre ce déchet demain? Est-ce que ma poubelle jaune est bien jaune? Est-ce qu'elle est vert cerise? Ou est-ce que les habitants que nous sommes aujourd'hui sur cet espace vont aussi avoir la possibilité de dire j'ai une benne à verre pour récupérer mes verres, j'ai une benne pour les emballages? On est un salon de l'emballage.
eh bien, je fais ce vœu, et Véronique Sestrien nous entend peut-être, ou nous entendra forcément, que dans le prochain salon de l'emballage, on puisse véritablement revendiquer aussi le tri de nos déchets sur un espace comme celui-ci. On termine avec vous, Pascal Gislet. Quels sont Tout vos le monde objectifs? Quels sont... C'est une excellente remarque. Alors, je me suis fait juste la réflexion. remarque, il y en Par contre, avait, on n'a mais pas trop beaucoup de peu. temps, Fabrice. Pardon. Il y en avait, mais trop peu. Quels sont vos objectifs d'ici à 2022? On termine avec vous, Pascal Gislet. Alors 2022, nous espérons avoir convaincu de l'ordre de 20% des metteurs en marché, rester un gros minoritaire de l'activité de la REP en France. Restez avec nous, messieurs. Merci. Fabrice, on est aussi là pour faire du business sur All for Pack. Vous avez fureté dans les allées comme vous le faites tous les jours et vous avez cherché à savoir qui faisait du business avec qui et où. Absolument. Moi, je me suis posé la question à quoi sert un salon finalement, puisqu'il y a beaucoup de gens qui disent oh, ça marche pas. Donc j'ai été interrogé. Puis après, vous verrez, j'ai été chercher voir si le business était forcément masculin. Allez, Vous allez on voir, regarde. surprise. Bon, à All for Pack, tout est fait pour faire du good business. Il y a même les distributeurs, donc c'est bon, je suis équipé, on peut y aller. Les organisateurs ont bien fait les choses, tout est fait pour faciliter le business. Vous avez donc ici le business meeting, nous allons y aller en toute discrétion. Nous entrons dans l'ambiance feutrée du business. Vous venez au salon All for Pack pour faire du business ? Business, en même temps voir ce qui se passe un peu ici. Est-ce que le salon est un lieu dans lequel on fait du business ? On est là pour ça, exclusivement pour ça. Vous êtes en plein deal ? Là, actuellement, moi, j'arrive de République dominicaine, pour vous dire. J'ai fait 9000 km pour rencontrer des gens qui sont à Paris. Est-ce que un salon comme ça, c'est propice à faire du business ? C'est le but. C'est le but ? C'est le but. Est-ce que ça marche ? Ça marche. Disons qu'on rentre en relation avec des futures cibles. Est-ce que le salon, on fait du bon business dans un salon ? On espère. On vous prend au sérieux avec vos chapeaux pour faire des affaires ? Les Bretons sont pas sérieux? Écoutez, si, mais en tout cas, vous êtes bien joli. Est-ce que All for Pack, c'est une bonne place pour faire du business ? On fait du business, c'est surtout une approche pour prendre de nouveaux acteurs, de nouveaux clients. On fait des affaires sur un salon ? Bien sûr qu'on fait des affaires. Alors aujourd'hui, c'est aussi un petit peu la journée de la femme dans l'emballage. On va essayer de les chercher parce que là, sur le stand des machines, il y a essentiellement des hommes. Où sont les femmes ? Aujourd'hui, il paraît que sur le salon, c'est la journée des femmes de l'emballage et on les cherche. Vous en avez vu ? Non, je les ai pas vus. Nous cherchons les femmes de l'emballage. Vous les auriez pas vues ? Pas encore. Vous en avez vu ? Non, pas du tout, non. Ah, en voilà une. Annette. On cherchait les femmes de l'emballage et on a les plus beaux yeux de l'emballage. Ça, c'est trop gentil. Oh, des femmes de l'emballage, il y en a de plus en plus. Quand on regarde les écoles d'ingénieurs en packaging, il y a une vraie féminisation de cette profession au niveau des ingénieurs et ça fait plaisir. Beaucoup d'optimisme parce que nous, on se balade et on a quand même eu du mal Oui, à mais les parce trouver. que les femmes entrepreneurs de l'emballage sont peut-être discrètes. Elles ne sont pas là pour revendiquer leur place de femme. Elles sont là pour faire leur job de PDG ou de directrice. Vous êtes une femme de l'emballage ? Oui, je suis née dedans. Je suis Ça tombée veut dire dedans. que, est-ce que les femmes emballent mieux que les hommes ? Ah, je ne sais pas. Nous sommes sur le stand Blanchet et l'entreprise Blanchet est dirigée par une femme et je pense que nous avons là une véritable femme de l'emballage. Vous avez drôlement révolutionné la caisse en bois. On essaye, effectivement. Il y a une sensibilité féminine. En tout cas, en termes de création et effectivement de visuel, oui. Alors, Madame la Ministre, qu'est-ce que ça fait de se faire emballer ? Je ne vais pas le dire comme ça. Mais en tout cas, j'ai vu tout ce que pouvait être la création d'une bouteille de lait. Aviez-vous conscience de l'énorme business que représentait l'emballage ? Je sais que c'est très important. Je viens d'une région où l'emballage est extrêmement fort. Véronique Sestrière, s'il y a une femme de l'emballage sur le salon, c'est bien vous. Vous êtes même plus qu'une femme de l'emballage. Vous êtes la femme qui réunit l'emballage. Ce serait prétentieux. Toute une équipe, oui, c'est vrai. Bravo à vous, Madame la femme de l'emballage.
Ouais, bah écoutez, bravo aux exposants parce que c'est d'abord ça et puis on est ravis parce que les choses se passent bien, oui. Pour ceux qui avaient un doute sur All for Pack, on fait du bon business. Les femmes de l'emballage, il n'y en a pas beaucoup, mais quand il y en a, elles sont sacrément talentueuses, comme vous avez pu le voir. Et oui, Fabrice, mais c'est normal, elles étaient ce matin toutes sur le plateau, les femmes de l'emballage, les femmes entrepreneurs de l'emballage. C'est pour ça qu'on vous les a volées. Vous avez de la chance, hein, vous les aviez toutes. Moi, j'ai eu du mal à les trouver dans les allées. Hein. Quel plateau on a eu ce matin avec les femmes de l'emballage, c'était formidable. On espère que la féminisation va se poursuivre. C'est la fin de ce débrief, c'est la fin aussi de ce 3e jour de salon All for Pack. Demain, c'est la dernière ligne droite pour vous, chers exposants, et pour vous, chers visiteurs. Excellente soirée à tous.